Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'invité du direct Hassan Khlifati. Hassan, bonjour. Bonjour Qadi, bonjour chers auditeurs. Et comme on n'est pas le 31 janvier, bonne année, meilleurs vœux, asgasam gas, kul aam touma bkhair. Kul aam touma bkhair. On est dans cette ambiance, ça tombe bien. Ça m'offre la possibilité de dire un mot sur 2019. On n'a pas vu beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau. J'ai eu beaucoup de mal à animer l'invité du direct, dont vous êtes avec Alliance, le sponsor depuis très longtemps. Cette année, c'était difficile. Les chefs d'entreprise ne se montrent plus. Enfin, ça dépend, oui. Les grands chefs d'entreprise ne se montrent plus. Oui, voilà. Certainement. On a passé une année quand même difficile où il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Il y a eu le début de l'année. Après, il y a eu cette histoire 5e mandat, mais pas de 5e mandat. Après le déclenchement du Hirak, qui a ouvert beaucoup d'espoir, beaucoup de fenêtres. Après, il y a eu quand même des choses qui se sont passées. On est rentré dans la phase de lutte contre la corruption, et il y a eu une vague de peur qui s'est installée, et ça a obligé le plus gros des chefs d'entreprise de se faire oublier, de prendre du recul, parce que beaucoup de recul, parce que le problème, c'est que la suspicion a été jetée sur tout le monde en même temps. Bon, après, c'est pas tout le monde qui doit être dans le même sac, mais bon, comme les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'on pouvait leur reprocher, sur quoi, donc ils avaient peur. Bon, maintenant. On est en 2020. Est-ce que vous sentez que cette vague de peur a reculé? Bon, vous êtes venu sur ce plateau même en 2019 sans aucun problème. Oui. Mais est-ce que chez vos collègues chefs d'entreprise, vous sentez que il y a une forme de confiance qui est en train de revenir, pour utiliser un grand mot? Je n'irai pas jusqu'au dire que la confiance est revenue, mais je dirais que la pression a beaucoup baissé. C'est-à-dire, bon, malgré que peut-être sur d'autres plans, les choses ne sont pas encore à point, notamment sur le plan du fonctionnement global de l'économie, mais bon. On parle de la sécurité personnelle des chefs d'entreprise. Je pense que les chefs d'entreprise, enfin, moi, ceux avec qui je parle, ils sont beaucoup moins stressés qu'il y a quelques mois. Je dirais ça comme ça. Ils ont beaucoup d'espoir avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire la nouvelle gouvernance. Bon, quelques messages qu'ils jugent qui sont positifs, mais qui ont besoin d'être consolidés par d'autres actions sur le terrain. Donc, je pense que la tension a beaucoup baissé ces dernières semaines. Si on devait rester encore une minute, Hassan Khlifati, sur 2019 et le contexte du Hirak, c'est vrai que c'est parti très loin, la lutte contre la corruption. Enfin, de mon point de vue, c'est devenu même le registre de la réponse politique à la demande populaire de démocratie. Il n'y a pas eu de réponse sur le front politique. Il y a eu la réponse, la lutte contre la SABA, et ça a fini par toucher tous les chefs d'entreprise. Est-ce que quelque part, à un moment donné, vous n'avez pas commis, vous, les chefs d'entreprise, l'erreur de ne pas dire tout de suite, dès le départ, attention, ça risque de paralyser l'économie? Vous savez, je vais parler à mon nom. J'étais sur des plateaux, j'étais même chez vous. J'ai dit attention à la chasse aux sorcières, attention à mettre tout le monde dans le même sac, attention quand on utilise ça. Moi, je l'ai dit. Bon, après, peut-être ma parole n'a pas été assez porteuse parce que j'étais seul, peut-être, ou on était peu qui ont eu le courage de dire, parce que on voulait pas, on n'était pas contre la lutte contre la corruption, jamais. On n'était pas contre, mais on voulait pas que ça soit utilisé pour des règlements de compte ou pour paralyser l'économie, parce que à un certain moment, tout le monde a été tétanisé. Il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui étaient tétanisés, les banques qui étaient tétanisées, l'administration était tétanisée. Plus personne ne signait rien du tout. Rien du tout. Même pour un bon de sortie, pour un employé, on ne le signait plus. Donc c'était quand même une situation qui a encore des conséquences aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas dire que tout a été débloqué. Et donc on a dit attention, parce que comme je l'ai dit chez toi, chez d'autres plateaux, chez d'autres collègues, j'ai dit l'économie c'est comme un avion avec plusieurs
plusieurs moteurs. Si le moteur commence à tomber l'un après l'autre, on risque de cracher à la fin. C'est-à-dire l'investissement, le financement, l'emploi, la consommation. Tous ces moteurs ont vraiment souffert en 2019. Donc maintenant, j'espère qu'on pourra les relancer et de dire, voilà, bien sûr que la justice doit être indépendante, il doit jouer son rôle et la présomption d'innocence aussi, elle doit être la règle, et la justice indépendante doit être aussi une règle. Après, il faut laisser les gens travailler, il faut encourager les gens à continuer à travailler tout en respectant la loi. Il ne faut pas qu'on bloque toute l'économie d'un pays sous prétexte parce que on a peur d'être un jour questionné. Si on respecte la loi, je pense même si on est questionné, on est à l'aise pour répondre. Très bien. Peut-être une dernière question sur cette séquence. La solidarité, elle aurait dû fonctionner comment s'il y avait solidarité? Moi, j'ai toujours été choqué par le fait qu'il y ait eu peu de solidarité autour de peut-être l'industriel le plus emblématique de l'économie algérienne, et c'est Saad Rabrab, qui s'est retrouvé en prison pour une affaire, un conflit de taxes, de paiement de douane qui dans un pays normal ne provoque pas une procédure de ce type, criminalisante. Là aussi, est-ce qu'il n'y avait pas eu un manque de solidarité une solidarité plus affirmée qui aurait pu éviter que la suite ne survienne, parce que beaucoup de chefs d'entreprise ont été en prison par la suite? Oui, mais il faut pas. Moi, je dirais d'abord, nous avons été très très contents de la libération d'Aïd Saad, parce que quand même, c'était très important qu'il recouvre sa liberté. Après, la solidarité, elle peut être de plusieurs formes. Mais moi, je pense que là, je l'ai eu à le dire aussi publiquement. Nous devons, et ça doit peut-être porter par les organisations patronales, nous devons travailler avec les autorités pour dépénaliser l'acte de gestion, pas l'acte de corruption et l'acte de facette. Il faut différencier. Les choses. Quand même s'il y a des erreurs de gestion, l'État doit privilégier le transactionnel. Parce que casser l'image d'un chef d'entreprise aussi prestigieuse que celle de Aïd Saad, c'est quand même, quel que soit X, son image, elle est liée à l'image du pays. Il faut pas elle est liée à des pans de l'économie nationale. Donc, je pense que il y a des choses qu'on pourrait les faire en transactionnel, comme aux États-Unis, comme d'autres pays. L'État est gagnant. Et on casse pas la dynamique de l'entreprise, on casse pas la réputation des gens. Après, bien sûr que peut-être ce genre de discours ou de revendications ou de demandes doivent être portés par des associations. Et c'est là où on n'a pas trouvé les associations pour porter cette solidarité avec les chefs d'entreprise à qui on reproche peut-être, je connais pas le dossier encore une fois, mais peut-être des erreurs de gestion mais il faut différencier. Le facade et la corruption, c'est une chose. Les erreurs de gestion, que ce soit public ou privé, doivent être traités d'une autre façon, où l'État, en tant qu'État, va dire, écoutez, vous avez fait cette erreur, vous n'avez pas rapatrié l'argent ou vous avez surfacturé, je vous taxe 10 fois plus, et ça va vous apprendre que d'aller... aujourd'hui, l'une des problématiques, c'est que beaucoup d'Algériens, ils peuvent exporter même pour 10 000, 20 000 dollars, et c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières, mais ils ont peur, parce que s'il n'y a pas rapatriement, ils risquent le pénal. Alors que moi, s'il n'y a pas rapatriement de 10 000 dollars, je te fais payer et si je prouve que c'est de votre responsabilité, je vous fais payer une amende de 20 000 dollars, et je vous donne un avertissement, je ne vais pas vous mettre en prison pour ça. Donc voilà. Alors, il n'y a pas eu d'association, d'organisation pour lutter contre cette dérive. Le Front des chefs d'entreprise était dans le cœur de la tempête. Aujourd'hui, on va parler évidemment de son bilan. Aujourd'hui, vous pensez que le moment est opportun. Vous êtes ici pour également nous parler d'un projet de nouvelle organisation des chefs d'entreprise. Vous pensez que le moment est opportun pour le faire, que la décantation c'est suffisamment faite? Je rappelle que c'était déjà un projet dans le cœur de l'année 2019. Mais ça n'a pas pu se mettre en place à ce moment-là.
Oui, ça n'a pas pu se mettre en place parce que, vous savez, nous sommes dans une situation où nous évaluons un peu le climat global, les données, que ce soit politique, économique. Je pense que après notre départ du forum, bon, je ne veux pas revenir sur l'histoire. Il était question autour de certains amis chefs d'entreprise de lancer une nouvelle organisation patronale, parce qu'on a évalué ce qui était disponible et que nous avons pensé que peut-être nous avons une autre vision, une autre approche pour défendre un petit peu d'abord l'économie nationale et être une force de proposition pour accompagner les gouvernements actuels ou futurs On va aller dans le détail. Non, j'arrive. Donc après, on a reporté ça à la rentrée. À la rentrée, on était en plein débat politique sur. Je pense qu'on a trouvé qu'il n'était pas opportun de le lancer à cette époque-là. Après l'élection présidentielle du 12 décembre, maintenant qu'on a un président qui est élu, qui est là, qui se met, comme on dit les Américains, que son administration se met en place doucement. Je pense que pour nous, c'est le moment aussi. Parce que nous pensons, c'est notre conviction, que l'Algérie maintenant a besoin de nouvelles institutions, a besoin de nouvelles têtes, a besoin d'une nouvelle vision que nous voulons partager et que nous voulons porter non seulement la parole des chefs d'entreprise et qui adhèrent à notre vision, mais aussi d'accompagner le changement qui sont en train de se faire dans cette nouvelle Algérie. Accompagner le changement, on va bien sûr en parler dans les détails tout à l'heure, mais auparavant, Hassan Khelifati, vous ne voulez pas revenir sur l'histoire du FCE, moi je veux bien revenir sur l'histoire du FCE. Bon, c'est quand même un pan de plusieurs années de tentatives d'organisation du patronat en Algérie, peut-être la plus sérieuse, sûrement la plus sérieuse, qui a soulevé beaucoup d'espoir en termes d'institutionnalisation du débat social, du dialogue social, participation à la tripartite, du point de vue de la modernisation de l'économie, les propositions récurrentes, je me rappelle surtout des 50 propositions de l'époque de Reda Hamiani. Et donc, il y avait un apport au débat public avec le FCE. Mais le FCE... finalement, est devenu un problème. Moi, je me rappelle que j'ai reçu sur ce plateau des chefs, des présidents du FCE, j'ai pas reçu le dernier, Ali Haddad, non pas parce qu'on voulait pas le recevoir, mais parce que il se prêtait pas au jeu des questions-réponses, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans le FCE? Vous savez, moi, j'ai passé 18 ans de ma vie dans le FCE, donc j'ai connu toutes les étapes, y compris les premières frictions sur les élections de 2004 et le départ de Daïs Saad en 2004. Donc j'étais un moment clé quand même. Hein. Oui, c'était un moment clé. On peut le rappeler pour nos amis auditeurs. Saad Abla, président directeur général de Cévital, n'a pas accepté l'appel à voter en faveur de Bouteflika dans une compétition entre Bouteflika et Ali Benflis pour les élections d'avril 2004. Oui. Et il a considéré que le FCE ne devait pas s'engager politiquement. Oui, j'étais d'accord avec lui et je me suis exprimé dans les instances en même moment. J'ai pas démissionné parce que j'étais petit. Bon, j'étais un petit opérateur. J'avais pas le poids de Saad à l'époque. Donc j'ai vécu toutes ces étapes. J'ai vécu le 2008, j'ai vécu 2009, et j'étais toujours contre l'implication du FCE et je l'ai dit là où il faut et même je me suis plaint à l'époque. Après, bien sûr que le FCE a été dévié de sa mission, y compris un petit peu avant l'arrivée de Ali Haddad. Hein. Il faut pas charger. En 2008, bien sûr, il a dévié bien avant. Mais le FCE, quand même, il avait des positions historiques, les 50 propositions, la loi de 2006. Nous avons été aussi en avril 2010, après la LFC de 2009, nous avons fait un grand événement à l'Orassi qui a eu pour conséquence la décision de monsieur le Premier ministre de l'époque, monsieur Yahed, de retirer le secteur public du FCE, où nous avons critiqué sévèrement le gouvernement et ses décisions. Donc il y avait beaucoup de bonnes choses. Après, bien sûr, il y a eu les dérives de ces dernières années. Juste pour vous rappeler le Qadi, et je l'ai rappelé à plusieurs reprises, en 2014, quand Ali Haddad a décidé de se présenter au FCE, comme il y avait de la rumeur que j'allais me présenter, il m'a appelé, on a déjeuné ensemble, il m'a dit, écoute,
je vais me présenter et s'il te plaît, ne te présente pas contre moi. Il m'a dit, voilà, j'ai été instruit pour me présenter par le frère du président et le premier ministre de l'époque, M. Sellal. Il m'a dit, s'il te plaît, bon, j'ai dit, il n'y a pas de souci, puisque c'est comme j'ai dit, c'est les détenteurs des clés de la maison qui te demandaient, je vais pas m'opposer. J'ai dit, mais Ali, je te pose une question, est-ce que tu as un projet ou tu veux juste contrôler l'appareil? Bien sûr, il m'a dit, oui, j'ai un projet, mais j'avais compris qu'il y avait une volonté de contrôler l'appareil du FCE, comme le FLN, comme le RND, Et c'était ça la question. Pour nous journalistes, le projet d'Ali Haddad, c'était quand même, il a vendu un projet dans sa campagne. Oui, moi, je suis plus efficace que mon prédécesseur, Reda Ahmiani. Moi, les petits chefs d'entreprise à l'intérieur du pays qui n'ont pas accès à l'autorité, qui peuvent pas débloquer une autorisation. Moi, grâce à ma proximité avec Saïd Bouteflika, le pouvoir et tout ça, je peux vous régler tout. C'était un peu ça quand même. C'était ça. Mais il a quand même, nous avons quand même, donc il a dit, d'ailleurs, c'est pour cela que, après, la deuxième question pour moi, c'était c'est qui ton équipe? Avec qui tu vas travailler? Il m'a dit oui, je vais faire tout le changement, je vais injecter du sang neuf. Et c'est pour ça que moi, personnellement, il m'a nommé dans l'équipe exécutive le 27 novembre, le même jour, et j'ai démissionné le même jour de son élection. Et je dis, Ali, je peux pas travailler avec cette équipe pour des raisons que tu connais. C'est-à-dire, tu n'as pas respecté ce que tu m'avais dit. Et ben, je suis resté, en retrait. Donc, je pense que le FCE a été utilisé comme un appareil, une excroissance du pouvoir. Et ça l'a dévié complètement de son objectif. Il est devenu, à mon avis, un outil du pouvoir, mais aussi qui a servi une minorité qui a pris les commandes de ce FCE. Il y a certains qui se sont servis personnellement ou pour leurs proches. Oui. Alors, la question inévitable, c'est est-ce que dans un pays comme l'Algérie, un pays en voie de développement, est-ce que c'est une obligation pour les chefs d'entreprise d'avoir une proximité politique avec le pouvoir pour pouvoir développer leurs affaires, ou est-ce que c'est possible de le faire sans? Enfin, nous on a Interface Média qui édite Radio M a des actionnaires qui sont de grands chefs d'entreprise. Et le public ne le sait pas toujours. Nous sommes dans la transparence. Je le dis. Nous avons quelques entreprises qui ont des parts dans Interface Média, dont les chefs d'entreprise ont développé une culture de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir. Sinon, ils seraient pas avec nous. C'est évident. Est-ce que ce modèle, c'est un modèle vertueux? Il permet de faire du business sans, on va dire, avec les règles éthiques. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'illusoire de penser que ça soit le cas? On sait que même dans les pays avancés, dans les grands pays capitalistes, ça existe. Non, ça existe. La proximité, ça peut exister, mais il faut qu'elle soit encadrée. Et aujourd'hui, cette histoire a été dévoyée par le système qui a été mis pendant 20 ans, où on a mélangé le tout, la politique et le business et même les élections. C'est ça. Maintenant, nous avons un nouveau cas, nous avons un nouveau président qui a annoncé la couleur, qu'il veut séparer le politique de l'économique et que chacun il sera dans sa sphère. C'est une très bonne chose. Lui, il a parlé de l'argent. C'est déjà différent. La façon de le dire. Mais aujourd'hui, je pense que ce que nous voulons, nous pensons que c'est jouable. C'est jouable. Nous voulons qu'il y ait des cadres de concertation et des frontières bien connues et que nous voulons jouer notre rôle de développement économique, de respect des lois, mais que les politiques aussi jouent leur rôle dans la gestion de la cité. Et que nous ne voulons pas, nous pouvons être autonomes et travaillant dans l'intérêt du pays, chacun dans son coin, et sans qu'on ait de l'influence, bien sûr. Qu'on veut influencer. Alors même ça, c'est une vraie question. Le lobbying sur les lois, c'est quelque chose d'inévitable. Il faut peut-être aussi l'encadrer. Bien sûr. À Bruxelles, quand on va aux côtés de l'Union européenne, il y a tout un quartier de lobbyistes. Bien sûr, parce que on peut pas aussi, s'il n'y a pas des cadres de concertation et de dialogue, subir des lois par peut-être des gens qui ne connaissent pas le terrain, parce que nous devons être une croix de transmission, parce que nous connaissons le terrain, nous connaissons les contraintes du terrain, nous connaissons les problèmes du terrain, et peut-être des fois des politiques ou des
bureaucrates, mais dans le sens pas péjoratif, des gens qui sont dans les technocrates, je dirais peut-être c'est beaucoup plus plus neutre. Les technocrates ne connaissent pas la réalité du terrain. Ils pondent des lois qui auront des conséquences beaucoup plus néfastes s'il y a eu une concertation et une influence. Bien sûr, il y a aussi un équilibre à trouver entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Ça, c'est normal. Nous, on ne veut pas qu'il y ait que de l'intérêt privé, mais on veut aussi que nous voulons participer à la construction de notre économie. Nous voulons que nos employés soient bien couverts socialement. Nous voulons qu'il y ait ce partage de richesses, mais qu'il y ait de la concertation et qu'on ne subit pas des lois quand elles sont... Hassan Khelifati, puisqu'on évoque, on va illustrer ce cas de figure de partage entre l'intérêt public et l'intérêt privé et expliquer aux technocrates comment ça se passe concrètement. La loi de finances 2020 a prévu une taxe environnement et elle a chargé le secteur des assureurs, dont vous êtes un des représentants, en plus d'être le PDG de Alliance Assurance, de prélever cet impôt. Et cela provoque un préjudice pour les assureurs. Beaucoup. Cette façon de faire, ça a été, nous le constatons depuis 20 jours, c'est une catastrophe pour le secteur des assurances. Nous avons prévenu depuis le mois de septembre, on a essayé, on a écrit, on est parti voir les députés, on est parti voir le ministère des Finances. Avant l'adoption de la loi. Avant l'adoption, on nous a fait des promesses, on a expliqué que ça allait être une catastrophe pour le secteur des assurances. Nous le constatons. Aujourd'hui, je vous dis que le mois de janvier a été catastrophique sur la branche automobile qui représente 55% du chiffre d'affaires. Moi, je vais parler je suis le vice-président du HAL, mais je vais parler au nom de mon entreprise pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. J'enregistre moins de 10% de mon chiffre d'affaires sur le mois de janvier. Global. Ce qui est une catastrophe, hein, parce que c'est les 3 premiers mois de l'année qu'on fait 60% de nos chiffres d'affaires annuels. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat a baissé, les gens, ils viennent, ils vous disent, OK, vous voulez que je vous paye la taxe? OK. Enlevez-moi des garanties. Aujourd'hui, on va fait baisser la qualité de la couverture pour pouvoir payer la taxe. On est en train de prélever sur les chiffres d'affaires des compagnies d'assurance. Il faut pas que les gens croient que on va prélever 15 milliards de dinars des chiffres d'affaires des assurances, qui est déjà problématique avec la baisse des importations, le dumping, la guerre des prix. Donc, on va mettre... Aujourd'hui, je pense, s'il n'y a pas une décision salutaire d'ici quelques mois ou bien de quelques semaines, ça va être catastrophique d'ici la fin de l'année pour le secteur de l'assurance. Et j'assume ce que je dis. La réponse des députés, pourquoi ils ont fait passer cela par les assureurs alors que c'est l'administration fiscale qui aurait dû... Non, il y a eu beaucoup de propositions. On a proposé que ce soit rémunéré. Sur la vignette auto. Non, avant, on a proposé d'abord que ce soit sur la vignette automobile ou bien sur le contrôle technique des véhicules. Mais c'est la vignette automobile parce que nous ne sommes pas des percepteurs d'impôts. Nous ne sommes pas des percepteurs d'impôts et nous sommes des privés. Même après, l'histoire de la rémunération, elle est venue beaucoup plus après. On a dit, maintenant que vous voulez nous obliger, parce que l'article de loi, il dit 70%, c'est le budget de l'État, 30% des collectivités locales. Mais nous avons une responsabilité. D'abord, nous avons investi sur les logiciels. Nous avons des agents généraux qui sont indépendants. Ils vous disent, monsieur, moi, ça me coûte du papier, de la responsabilité. Pourquoi vous voulez que je vous le fasse gratuitement? Parce que maintenant, l'État, le gouvernement a décidé de le faire pour ces entreprises publiques. Peut-être c'est son droit, mais légalement, vous ne pouvez pas le faire pour... Même pas pour ces entreprises publiques si on veut aller vers une nouvelle économie. Hein, bien sûr, non. Et en plus, il n'y a pas eu de demande de notre avis. C'est que nous l'avons découvert dans le projet. Ça s'est fait à l'ère de Ahmed Gaïd Saleh, on va dire ça comme ça. Voilà. Peut-être de Bedoui, parce qu'il était Premier ministre. Oui, bon, enfin, on peut se poser la question. Donc, pour revenir à ce bilan, qu'est-ce que vous, dans cette nouvelle organisation que vous avez lancée, vous voulez refaire un peu à la façon, alors force de proposition, réflexion pour peut-être anticiper sur les situations et les conjonctures de l'économie, mais aussi syndicat. Vous êtes syndicat, donc vous allez être plus revendicatif que le Forum des chefs d'entreprise. Oui, enfin, nous, on a lancé une réflexion, comme je vous ai dit, depuis 6 mois, mais je pense que le mode qu'on est en train de choisir, parce que nous sommes plusieurs à discuter, nous avons mis une task force d'experts reconnus de la place qui sont en train de travailler sur le projet. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus, on a tendance à aller vers un syndicat, une confédération syndicale. Qui va être non seulement revendicative, mais aussi une force de proposition, une force d'accompagnement
pour les autorités publiques, pour discuter, surtout pour construire l'économie. Parce que nous avons construit notre réflexion sur 4 axes. D'abord, notre vision de l'économie nationale dans 10-15 ans. Et nous sommes contents que le président de la République a parlé dans le Conseil des ministres de samedi qu'il faut une vision sur 10 ans. Il faut que les lois soient stables sur 10 ans. C'est une première. Je pense qu'on est en phase avec cette approche. Donc on a dit vision, après signer les missions de cette confédération syndicale, et après nous avons défini des valeurs sur lesquelles on sera tous d'accord. La valeur création de richesse, respect des lois, respect de la réglementation, respect des travailleurs, donc tout ça, c'est les valeurs qu'on est en train de mettre en place. Et on va faire une nouveauté pour nos adhérents, avant d'aller vers l'extérieur. C'est que ceux qui seront avec nous, c'est ce qu'on veut maintenant. Après, vous savez, c'est notre souhait, c'est notre projet. C'est que avant d'adhérer à notre mouvement ou à notre syndicat ou à notre confédération, je ne sais pas comment l'organisation va se faire, pas encore, il faut signer une charte éthique. Et de se conformer à cette charte d'éthique, parce que c'est très important pour nous que les créateurs de valeur dans ce pays, les employeurs, les créateurs de richesse soient dignement représentés, mais aussi soient les premiers exemples dans ce pays pour dire que le chef d'entreprise qui a reçu des coups ces dernières années, ces derniers mois. L'image a été catastrophée par ce qui s'est passé. Donc, que le chef d'entreprise aussi, il est en train de se battre pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Et c'est grâce à ces chefs d'entreprise qui sont des dizaines et des centaines de milliers en Algérie que l'Algérie tient aussi tous les jours, qui se lèvent très tôt le matin, qui ouvrent leur usine, malgré qu'on a passé une conjoncture catastrophique en 2019. Mais c'est grâce à eux que l'Algérie tient, bien sûr, avec les autres pans de la société que je ne citerai pas, mais c'est grâce à eux aussi que l'Algérie, l'économie nationale, tient tous les jours et qu'on continue à fonctionner. Il y a 4 axes, on va peut-être juste s'arrêter sur celui de la vision. Est-ce que c'est possible de mettre d'accord autant d'adhérents, en supposant qu'ils partagent les mêmes valeurs, qu'ils soient prêts à signer la charte éthique, qui est une excellente chose, effectivement, surtout dans le contexte de ce qui s'est passé ces dernières années. La vision, vous pouvez diverger sur la vision. Il y a des secteurs dans l'économie algérienne qui ont plus intérêt à une économie ouverte, et il y a peut-être des adhérents à vous qui ont plus intérêt à une économie protectionniste. Oui. Donc, en termes de vision, c'est peut-être un peu délicat de se mettre d'accord sur une vision. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. Et chacun, il va chercher là où il trouvera son compte pour être représenté. Nous n'avons pas la prétention peut-être d'être un syndicat unique, parti unique, c'est le modèle parti unique. Mais bon, nous allons essayer de convaincre les gens de trouver un équilibre entre l'intérêt personnel, c'est-à-dire l'intérêt, et l'intérêt collectif. Parce que, et aussi, c'est ce que nous allons transmettre aussi aux autorités en face avec lesquelles on va discuter, parce qu'on va leur dire, écoutez, nous sommes aussi soucieux de l'économie nationale que vous, c'est-à-dire vous êtes les autorités certes ou vous êtes en face, mais nous aussi parce que l'intérêt de l'économie nationale c'est notre intérêt aussi, donc je pense que il y aura de l'adhésion. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que depuis l'annonce ou ces discussions qui ont été révélées, nous recevons non seulement du soutien, mais aussi beaucoup de demandes de faire partie de l'aventure au niveau national et surtout de la diaspora. Donc, je ne cesse de recevoir, même sur mes pages personnelles, sur les réseaux sociaux, sur le secrétariat et les amis qui sont aussi avec moi, ils reçoivent aussi beaucoup de demandes. Et je pense qu'il y a un besoin. J'espère qu'on sera à la hauteur de porter ce message et d'accompagner cette Algérie nouvelle avec des idées nouvelles et des institutions nouvelles. Au moment où nous allons parler, porter ce message donc aux autorités, vous êtes sûr d'être agréé? Nous, on connaît les problèmes du cadre légal. Nous, on est éditeur de presse électronique. On a construit un syndicat électronique il y a quasiment 2 ans. On n'a jamais réussi à le faire agréer. Bon, on dit que l'Algérie nouvelle, il y a peut-être plus de chances que ce soit le cas cette fois-ci. Encore qu'on peut être sceptique.
On est mercredi aujourd'hui. Le président de la République a reçu la presse nationale. Il n'y a aucun média électronique dedans. Donc pour le nouveau pouvoir, il n'y a toujours pas de média électronique. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez des garanties pour être rapidement agréé? Non, enfin, vous savez, nous, on est des légalistes. Nous avons un cadre légal. Nous allons nous y conformer. Nous allons déposer notre dossier. Je pense que s'il n'y aura pas de conditions, enfin, si notre dossier est conforme à ce que pose la loi, nous avons beaucoup d'espoir qu'on sera agréé selon les termes de la loi. C'est tout. Regardez qui sont les adhérents. Par exemple, si quelqu'un je sais pas, s'il y a des chefs d'entreprise qu'on n'aime pas, au niveau du pouvoir, est-ce qu'on risque pas de vous bloquer? C'est possible. Je connais pas la réponse à cette question. Nous considérons tout chef d'entreprise qui adhère à la charte, qui est éthique et qui veut faire partie de notre aventure. Il est le bienvenu. C'est un Algérien il y a un cadre réglementaire aujourd'hui. Nous allons nous y conformer. Maintenant, après, c'est aux autorités, s'ils décident de ne pas agréer de nouveaux syndicats, de répondre à cette question. Moi, je n'ai pas ni de garantie pour le faire, ni d'appréhension pour le faire. Donc moi, je reste sur la ligne de la réglementation. On va y aller. Nous allons faire tout ce que demande la loi et on verra bien. Alors, on va finir sur quand même cette année 2020 qui, on peut le dire, est peut-être celle du rebond, en tous les cas au niveau des intentions des chefs d'entreprise. La preuve, c'est que vous remettez en ordre de combat et en ordre de bataille pour vous organiser, vous exprimer collectivement. Est-ce que vous avez quand même le sentiment, vous avez dit 2 ou 3 appréciations relativement positives sur le positionnement du programme de M. Tebboune. Est-ce que c'est vraiment le cas? Enfin, le sentiment que nous, journalistes économiques, avons, c'est que ça reste quand même une vision parcellaire, bureaucratique et pas une vision réaliste de la réforme. Parce qu'on parle de réforme, on parle de nouvelle Algérie, on parle de relance de l'économie. Mais la réalité, c'est que nous sommes encore dans l'ancien schéma, celui de la dépense publique et d'une certaine forme de populisme. Écoutez, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement, ça fait 2-3 semaines qu'il est là. Il n'a pas encore établi son programme. Nous attendons. Bien sûr, il y a certaines déclarations disparates, mais bon, je pense que certaines sont positives. Quand le président de la République parle de la numérisation de l'économie, de la débureaucratisation, parle de la vision sur 10 ans, je pense que ça, c'est des choses très positives. Il y a certaines déclarations qui font peur, le contrôle administratif des importations, le retour, sauf si j'ai mal compris, le retour au Aswaq al-Fallah et les galeries, les grandes surfaces. Est-ce que c'est pour l'ouvrir au privé ou bien on va revenir à l'État qui va vendre du sucre et de la semoule? Ça, c'est ministre des Commerces. On va attribuer chaque déclaration à son auteur. Voilà, je sais pas, ça a été fait hier, ou bien aussi quand on dit qu'on va mettre le fichier national des produits locaux pour interdire l'importation, mais on dit aussi attention, c'est de ne pas tomber sur la création de nouveaux monopoles qui risquent de créer des distorsions sur la qualité et le coût de revient. Je pense que peut-être les responsables du commerce ils doivent être conscients de ces risques. Il ne faut pas qu'on retombe parce que ça a été d'une autre manière, ça a été essayé avant et ça n'a pas marché. On est revenu dessus. Donc il y a certaines décisions, peut-être il faut se concerter avec les hommes d'affaires ou les opérateurs du terrain, parce que c'est eux qui peuvent vous donner le vrai feedback et qui ont l'intention d'accompagner l'Algérie nouvelle. Oui. Hassan Khelifati, si on devait mettre une hiérarchie sur les leviers sur lesquels doit agir le nouveau gouvernement, vous mettriez le financement de l'économie en premier? D'abord, je mettrai, moi, je suis un peu peut-être, je mettrai d'abord un discours de remettre en confiance les gens, un discours de confiance pour les opérateurs. Les discours, on n'a pas passé le temps des discours. Moi, je suis dans le Hirak. On a eu des discours de dialogue avec le Hirak et tout ça. Et de vendredi en vendredi, la situation se dégrade. Donc on évalue sur les actes quand même. Attends. J'ai dit, j'organise ma réponse. J'ai dit, c'est-à-dire, il faut que dans quelques temps, rapidement, que les ministres chargés de l'économie ou le Premier ministre ou même le président, s'il le faut, qu'il transmet un discours de confiance pour les opérateurs
économiques, les banquiers, publics surtout, et l'administration, pour les inciter à se remettre, à accompagner, parce que l'économie et l'investissement, parce que c'est important pour remettre un peu de l'espoir dans la machine. Après, bien sûr, il y a des décisions. Les premières réformes, elles doivent avoir un plan d'action court, moyen et long terme. Quand je dis court terme, c'est des décisions sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ça, c'est aujourd'hui, par exemple, nous avons des informations qui nous inquiètent. C'est que les comités de crédit des banques ne se réunissent toujours pas pour certaines. Et même ceux qui se réunissent, tellement ils ont peur, et même que les concessions. Il y a un seul mode d'attribution de foncier. Aujourd'hui, c'est la concession. La concession, elle n'est plus prise en compte comme garantie par peur d'être demain questionné pourquoi tu l'as fait. Donc, alors que la loi prévoit la concession comme garantie. Mais je les comprends parce que il y a eu un historique sur le plan humain. Ils ont peur. C'est pas parce qu'ils. Est-ce qu'il y a un directeur général de banque publique qui a été en prison pour avoir donné un crédit adossé à une concession? Je sais pas. C'est un peu un excès de zèle prudentiel. Oui, mais il y a quand même une ambiance qui était quand même, je dirais, de terreur pendant des mois. Hein. Les gens, ils avaient peur, que ce soit les hommes d'affaires ou bien les banquiers ou bien ceux qui signaient, même pour un bon de sortie, ils avaient peur pour le faire. Donc parce qu'aujourd'hui il y a un autre phénomène dont on parle pas, c'est qu'il y a des dizaines de milliards de factures qui sont bloquées dans les administrations locales et les gens n'ont pas été payés. Et n'ont pas été payés parce que on veut pas débloquer les fonds, on veut pas signer des factures, on veut pas. Donc la première acte que le gouvernement devrait faire, ce serait de normaliser cette situation-là. Bien sûr, normaliser et libéraliser les initiatives et de dire les gens, allez-y travailler, faites. Alors question directe, rattachée. Qui a l'écoute des francs suffisantes? Enfin, le Premier ministre, on n'a pas le sentiment que c'est une personnalité qui peut prendre ce type de décision. Et M. Tebboune non plus. On n'a pas ce sentiment là, parce que c'est quand même. Nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement qui est en train de préparer son plan d'action, son programme et son plan d'action. Qui sont là et nous attendons qu'ils le déroulent et qu'ils commencent à vraiment prendre les décisions. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a assez de légitimité populaire pour prendre les bonnes décisions au bon moment et relancer toutes les machines. Je ne pense pas que c'est la dernière question. Je ne pense pas que le président de la République n'a pas le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de le faire. On espère qu'il a le pouvoir de le faire, parce que s'il n'avait pas le pouvoir de le faire, ce serait catastrophique. On ne serait pas sorti de 2019. Dernière question, c'est la relance, réallumer les moteurs. C'est l'expression que vous utilisez. Ils se sont éteints les uns après les autres et on risque le crash. Il faut réallumer le moteur de l'investissement. C'est important, c'est très important. Le cadre de l'investissement aujourd'hui, si la confiance commençait à revenir, la pression qui retombe, etc. Est-ce que des chefs d'entreprise ont l'intention de se remettre à investir? Ils avaient des projets qu'ils ont gelés pour la plupart. Oui, je pense que ils ont beaucoup de projets qui peuvent relancer très rapidement et je profite de cette occasion de dire aussi à votre ex-expert qui est devenu ministre, c'est Farhat, que nous félicitons à l'occasion, de lui dire si vous devez prononcer un nouveau cadre, s'il vous plaît, enlevez l'attribution des terrains du foncier industriel au Wali et mettez-le dans une vraie agence nationale de l'investissement. Alors ça, c'est un des premiers chantiers, effectivement, très important. Il y en a un autre, c'est une sous-question. Parce que les Wali, je précise, ils ont d'autres missions très importantes, très lourdes dans leur wilaya sur le plan social, sécuritaire, etc. Je pense que le foncier, nous avons besoin de discuter avec des professionnels dans des agences locales, nationales, où nous pouvons présenter des projets avec des compétences en face. Bien sûr, ça peut être aussi un guichet unique où la décision se prend sur place et où le suivi aussi. Si quelqu'un prend un terrain en concession, il réalise pas parce qu'il n'avait pas les capacités, l'annulation se fait automatiquement. Aujourd'hui, on parle de 17 000 terrains qui sont pas utilisés. Et on a parlé aussi de les taxer à un certain moment en 2014-2015, mais ça n'a pas été fait parce que ces 17 000 terrains peuvent être aussi un nouveau souffle pour les investisseurs.
Alors, la facilitation pour l'accès au terrain, pour relancer l'investissement, évidemment, il y a cette proposition. Il y a eu une autre ouverture celle-là qui est déjà survenue, c'est d'assouplir le 51-49, mais on ne sait pas sur quel secteur il va être assoupli. Et nous, on a senti déjà de ce qui se passe un peu dans les entreprises privées algériennes. Une des manières de se redéployer, c'est d'amener des acteurs étrangers. Il y a NCA Ruiba qui vient de ramener le groupe Castel dans son capital. Ça peut être une solution pour d'autres entreprises qui sont dans des secteurs en difficulté. Est-ce que c'est pas aussi une urgence de très vite dire quels sont les secteurs où on peut changer le 51-49? Justement, on attend que le gouvernement déroule son programme et que le ministre des Finances, je pense que ça relève au ministre de l'Industrie, qu'on nous dise quels sont les secteurs où... D'ailleurs, pour l'histoire, il faut pas. Nous, on a été parmi les gens. Je sais que le FCE, ils ont applaudi. Moi, j'étais parmi les gens qui ont critiqué cette loi en 2009. J'ai dit non. Il faut rester sur les secteurs stratégiques. Pour l'anecdote, j'ai un ami ministre. Les premiers mois de l'application de 51-49, le CNI a traité. Il m'a raconté, il n'y avait rien à traiter sauf d'une menuiserie chinoise. Parce qu'il n'y avait pas de projet. Les premières années, après, les gens se sont un peu adaptés, mais quand même, ce n'était pas 63% d'effondrement de l'investissement direct étranger en Algérie. Donc, je pense qu'il faut aller vite, il faut clarifier vite, maintenant que la loi est passée, que la règle a été assouplie, il faut dire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ça, s'il reste soumis, ok, et après, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, et tout le reste, il n'est pas soumis, que les gens se remettent à travailler. Le secteur de l'assurance, vous le mettez où? Stratégique, pas stratégique? Je pense, généralement, le secteur financier, il reste toujours stratégique, mais je dirais... On a des banques privées étrangères à 100%. Non. Qui sont passées avant 2009. Voilà, donc à la limite... J'ai dit le secteur financier. Mais ce qu'on attend du gouvernement, moi personnellement... Enfin, pardon, je corrige. Les étrangers n'aiment pas qu'on dise banque étrangère parce qu'elles sont de droit privé algérien. On va dire il y a des banques de droit privé algérien dont le capital est détenu à 100% par des banques étrangères. Oui, mais même le Qadi, moi je suis très très à l'aise dans ces sujets. Moi je dirais même le secteur financier, même si on veut le garder dans le 51-49, on peut pour mettre à l'aise les partenaires dire que le 51 peut passer par la bourse, appel à l'épargne publique, et que les 51% soient répartis entre des milliers et des milliers. Il y a des mécanismes pour passer. Mais aussi aux non-résidents, aux Algériens non-résidents. Oui, aux Algériens non-résidents. Parce que pour le moment, c'est interdit. Parce qu'une grande banque, je ne citerai pas une grande banque internationale qui va venir, elle dit je mets les 49 et j'ouvre aux Algériens. Beaucoup d'Algériens seront intéressés parce qu'ils savent que c'est une vraie institution bancaire. Donc il y a des solutions. Mais je dirais que, comme j'ai dit à un certain moment dans la campagne électorale avant les élections, pour nous, les priorités, après le discours de confiance, c'est un choc de simplification des procédures administratives et de débureaucratisation, numérisation totale de toutes les administrations et pourquoi pas la création de l'Agence nationale du numérique qui doit être attachée au président de la République, au Premier ministre, pour donner de la cohérence à la numérisation, parce que maintenant, le président a dit qu'il faut numériser, il ne faut pas que chacun aille dans son plan et il n'y aura pas d'architecture globale où les systèmes peuvent se parler. Donc il faut peut-être mettre une agence nationale de numérique, pas un ministère. Je dis une agence qui sera là, c'est supraministère et qui restera là s'il y a un changement de gouvernement. Elle est là, elle va mener la politique nationale, remettre la science dans les réformes, notamment en réhabilitant soit le CNES ou l'ISGP ou l'ISGP ou l'INESC, pardon. L'INESC. On parle de la prospective. La prospective, et aussi la mère des réformes qu'on a toujours revendiquées, c'est la réforme du secteur financier et bancaire dans ce pays. C'est la mère des réformes. Si on ne fait pas cet effort de mettre au cœur des réformes économiques le secteur financier, bancaire, qui veut dire tout, assurance, banque, cadastre, douane... Hassan Khelifati, oui. Votre programme est extrêmement ambitieux. Est-ce que vous avez la patience d'attendre l'émergence du premier gouvernement démocratique qui sera issu du Hirak dans 2 ans? Vous pourrez dévoiler, vous trouvez votre partenaire pour déployer ce programme. Est-ce que vous avez la patience? J'ai été large, ben voilà. Oui, bon. Faudra faire preuve de patience. Écoutez, moi je l'ai toujours dit, nous sommes, c'est vrai, nous sommes des chefs d'entreprise ambitieux et qui aimons faire des choses pour notre pays, mais aussi nous sommes des militants économiques. Nous allons le faire avec ce gouvernement.
gouvernement et tous les gouvernements qui peuvent venir. Mais nous continuons parce que très belle formule diplomatique. Oui, mais nous continuons à croire que nous pouvons avoir la meilleure économie si tout le monde se met à travailler dans le même sens et qu'on s'accepte et qu'on s'aime et qu'on parle et qu'on discute et qu'on ouvre le débat et qu'on n'impose pas des décisions parce que nous sommes aussi parce que il faut pas qu'on nous donne des leçons de patriotisme, d'amour pour ce pays. Chacun aime ce pays comme à sa façon et nous sommes tous fils de ce pays, mais nous sommes tous aussi conscients qu'il faut qu'on laisse quelque chose à nos enfants. Parce que maintenant, on commence à penser à nos enfants. Il y a quelques années, nous pensions à notre avenir. Maintenant, nous pensons à ce qu'on va laisser à nos enfants. Et je pense qu'il est important que tout le monde se met la main dans la main et que chacun a le droit de penser différemment, mais l'intérêt de l'Algérie, l'intérêt de la construction future de l'Algérie, c'est notre bien commun. Hassan Khelifati, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site radio-m.info, site en continu, et sur nos chaînes YouTube, SoundCloud, Google Podcast et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être venu ce matin. Merci Qadi, merci aux auditeurs. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.